vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron? Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital. Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi. Allez, bonsoir, c'est les Grégor chaque semaine sur les Colis Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. C'est une soirée sur la désertion en Russie, en Ukraine. C'est quelque chose qui émerge de l'Assemblée internationaliste et antimilitariste, qui est une initiative d'assemblée ouverte qui a commencé depuis février, donc depuis 3 mois, il y en a eu 3. L'idée c'est qu'elle ait lieu tous les mois, le deuxième mardi du mois, donc qu'elle soit rejoignable assez facilement. Dans le cadre de l'Assemblée, du coup, on a voulu re-questionner ces termes qui sont parfois des évidences, mais qui en fait comportent beaucoup de fractures, d'incompréhension ou de lutte interne. Et du coup, on voulait s'en saisir. Notamment ce terme d'internationalisme, d'antimilitarisme, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Dans ce cadre-là, que via notamment des groupes de travail qui ont émergé et proposé à chaque assemblée, on puisse se saisir de questions par rapport au retour du militarisme à travers le monde, le retour de guerre de plus en plus violente, frontale ou plus hybride. Notamment, je pense que l'initiative était via un texte de proposition à se rassembler et à rejoindre, qui partait un peu du coup de 3 ans de guerre entre l'Ukraine, la Russie et tous les autres acteurs déclarés et non déclarés dans ce conflit-là, et aussi le génocide en Palestine et tout ce qui émergeait de ce retour d'un discours de plus en plus militariste, notamment ici, donc pas juste parler d'un là-bas, d'un ailleurs, et se dire que ça se produit ici, les armements, beaucoup de gens en vivent. Et nous, dans nos luttes, comment on peut se saisir de ça et faire quelque chose. Donc la soirée de ce soir émerge plutôt d'un groupe de travail qui a voulu se questionner sur la désertion. Donc c'était pas uniquement sur la Russie et l'Ukraine. On a beaucoup parlé aussi des refusniks en Israël dans notre groupe de travail, des déserteurs en Syrie qui ont quitté les rangs de l'armée avec leurs armes et ont été un peu l'embryon de la révolution armée, donc de l'armée syrienne libre. Donc un peu voir plusieurs types de désertion aujourd'hui qui font masse ou pas. On s'est reconcentré sur le cas de la Russie et de l'Ukraine par souci de cohérence. On a principalement travaillé à travers quelques brochures qu'on s'est échangées et émergé un peu des textes et une position qui nous tenait à cœur, celle de défendre les déserteurs qui font le choix de trahir leur État, de ne pas se confondre à des intérêts de leur bourgeoisie, et donc qui posent en embryon soit l'idée de sauver sa peau, parce que pourquoi pas, dans ce genre de conflit, ou en tout cas de mener aussi la guerre sociale dans leur propre pays face à leur État. Donc on en est arrivé à des textes d'un collectif qui s'appelle Assembly, donc qui est à Kharkiv, à l'Est, qu'on présentera un peu plus largement, et à qui la soirée veut à la fois faire un soutien théorique et aussi un soutien modeste en thunes, mais c'est vraiment pas trop l'importance. Mais qu'en tout cas, on voulait se baser à partir de leur expérience et celle du coup de l'initiative Olga Taratuta, qui est ici présente, qui est un bulletin anti-guerre, du coup né au début du conflit, qui aidait les déserteurs russes et ukrainiens à venir en France ou à pouvoir s'installer. Essayer aussi d'avoir un rapport à l'internationalisme qui n'est pas quelque chose de subjectif et de lointain, c'est-à-dire voir le rapport aussi avec le réarmement européen qu'on a nous, par rapport à la guerre Ukraine-Russie, qu'est-ce que nous on peut faire si jamais ça nous arrivait, comment se préparer, etc. Des choses comme ça, quoi. Cette guerre Russie-Ukraine, elle est quand même assez marquante parce que c'est un peu
c'est le retour un peu de la guerre sur le front, sur le sol européen, quelque chose qui n'était pas arrivé depuis quand même très longtemps. Nos États, on va dire ça comme ça, ont été mobilisés, ont envoyé des armes, se sert aussi que de prétexte par rapport au réarmement européen pour dire par exemple que ça va impacter les caisses de retraite. Donc du coup on a aussi des impacts qu'on a nous. On a eu l'inflation du gaz aussi, donc on voit que même indirectement c'est une guerre qui nous a touchés nous. C'est un conflit auquel il y avait pas mal de confusion au début, en tout cas vis-à-vis de, on va dire, l'extrême gauche française, savoir qui soutenir, comment soutenir, que faire vis-à-vis de ça. L'événement il sert aussi pour nous du coup à se réapproprier un peu cette histoire depuis le début de la guerre. C'est pour ça que 3 ans après le début de la guerre, parce que ça a commencé en février 2022, le but de l'événement pour nous, voilà, c'était, comme tu as dit, d'essayer de faire un petit peu un récap, d'avoir la plus grande vision d'ensemble possible sur comment ça se passe exactement là-bas, et d'essayer comment on peut faire à partir de ces constats-là, de ces analyses-là, comment dégager une ligne politique assez claire et de savoir visibiliser les luttes qui sont sous-jacentes à ce conflit. On en est à... je pense à peu près 1 million de victimes au total. De septembre 2024 au Wall Street Journal, par exemple, qui dit 1 million de victimes. On sait qu'on a des dizaines de milliers de morts militaires de chaque côté. C'est une guerre qui, en plus, est vraiment une boucherie parce que c'est une guerre qui se fait selon le mode de la guerre de position, un petit peu comme la Première Guerre mondiale, qui est aussi un exode, vraiment une fuite et une désertion assez massive. On estime, selon les calculs, qu'il y a quotidiennement 10 à 15, par exemple, civils ukrainiens qui franchissent la frontière de manière clandestine en Ukraine. Ça depuis le début du conflit. Et qu'aujourd'hui, du coup, on se demande si est-ce qu'on n'en arrive pas à la fin de cette guerre-là avec, du coup, le changement de politique, notamment des États-Unis, où maintenant c'est Trump qui, contrairement à Biden, lui veut arrêter la guerre. C'est, du coup, comme on disait, un peu un débat qui a divisé, alors aussi bien au sein de l'extrême gauche ukrainienne qu'au sein de l'extrême gauche européenne, où certaines personnes choisissaient de soutenir l'effort de guerre, mais tout en se défendant de le soutenir complètement, etc. On a parlé de brigades anti-autoritaires qui luttaient contre l'invasion russe, etc. Et de l'autre côté, plutôt des gens qui essayaient de rester sur les lignes que tu as dit, de saboter la machine capitaliste à la fois russe et ukrainienne, d'être plutôt pour la désertion des deux côtés. Certains étaient même dans des positions un petit peu de défaitisme révolutionnaire vis-à-vis de ça. Et donc de promouvoir aussi les collectifs qui nous intéressaient par rapport à cette ligne-là. Donc on pourrait résumer un petit peu par pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes, quoi. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans la tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai la porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France.
de Bretagne en Provence. Et je dirais aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer. Et que je sais tirer. Donc juste pour se présenter, nous, donc on est quelques compagnons là, de l'initiative Olga Taratuta. Juste pour vous dire d'où on vient. Pour la plupart d'entre nous, on est des militants anarchistes de très longue date. Certains d'entre nous, pour des raisons familiales, ont des liens avec la Russie, avec l'Ukraine. Certains d'entre nous sont en contact de façon ininterrompue avec des anarchistes russes depuis 1989. Des anarchistes ukrainiens aussi depuis cette époque et aussi avec pas mal d'anarchistes des pays de l'Est. Nous ici on ne représente personne à part nous-mêmes, voilà, et on dit ce qu'on pense, on donne notre opinion. On n'a pas la prétention de parler au nom de qui que ce soit et d'être des experts de quoi que ce soit. Il y a aussi des compagnons chez nous qui ont participé à des actions humanitaires au tout début de la guerre en Ukraine, dans les premières semaines, pour aller venir secourir les populations, etc., etc. On est militants la plupart dans des groupuscules anarchistes, mais on se pensait lorsque la guerre a commencé, alors ça c'est un truc, il faut être très très clair. La guerre a commencé parce que la Fédération de Russie a envahi l'Ukraine. Voilà. Pour nous, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion, quoi. Voilà. Ça c'est extrêmement clair. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, on est des gens qui avons une petite expérience sur le soutien aux déserteurs. Lorsqu'il y a eu la guerre en Yougoslavie, on a animé un réseau de soutien aux déserteurs croates et serbes. Lorsqu'il y a eu le génocide au Tigré, donc le Tigré c'est une région d'Éthiopie, entre 2020 et 2022, 800 000 morts. Pendant qu'il y a eu la guerre, le génocide au Tigré, avec des anarchistes d'Éthiopie, on a fait une campagne pour inciter à la désertion, avec des textes qui étaient traduits en tigrinya, en amharique, en oromo et en somali. Je pense que c'est la première fois qu'il y avait des tracts dans ces langues antimilitaristes. Voilà. Je ne dis pas que ça a eu beaucoup de succès, mais enfin voilà, on a essayé de le faire. Voilà. Donc pour dire que notre position par rapport aux déserteurs, elle ne date pas d'hier. Aujourd'hui, on est en contact avec des copains au Soudan, qui pareil résistent dans les comités révolutionnaires et refusent de prendre parti, soit pour les forces de réaction rapide, soit pour l'armée du Soudan. On est en contact avec des compagnons en Birmanie, parce qu'en Birmanie, il y a une conscription obligatoire. Donc c'est des compagnons qui refusent d'aller rejoindre l'armée en Birmanie et qui sont obligés de s'enfuir, mais qui refusent aussi de rejoindre les milices ethniques birmanes, qui sont souvent manipulées par l'extrême droite, au passage, Kazapone, etc. Voilà, donc pour vous dire que le sujet de la désertion, ce soir, on va surtout parler effectivement, de ce qui se passe en Ukraine et en Russie, mais c'est un sujet, partout où il y a de la guerre, il y a des déserteurs, partout où il y a de la guerre, il y a des antimilitaristes. Comme on avait ces liens avec la région et puis un peu cette historique, une semaine avant la guerre, les compagnons du groupe Drapeau Noir, Chornistiag, qui est un groupe de Lvov en Ukraine, ont publié un texte pour dire, tiens, c'est intéressant, tous les oligarques ukrainiens ont mis leur famille à l'abri en Occident. Ça nous a mis la puce à l'oreille, on s'est dit ça veut dire quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et effectivement, ça veut dire que les oligarques ukrainiens avaient été informés que la guerre allait commencer. Et ont mis leur famille à l'abri. Et d'ailleurs, ça a été dit après par Zelensky, qui a dit oui, on savait, mais on n'a pas informé la population parce qu'on ne voulait pas créer de panique. Autrement dit, les oligarques ont le droit de mettre leur famille à l'abri, par contre, les prolétaires, ils peuvent rester pour mourir. Ce groupe de Chornistiag de Lvov, on les connaissait parce ils avaient fait une grève, ils soutenaient une grève d'infirmières à Lvov, et nous, on était en grève, des copains étaient en grève dans leur hôpital à Paris à ce moment-là, donc on avait fait des échanges croisés de solidarité de lutte. Lorsque les chars de l'armée de la Fédération de Russie ont envahi l'Ukraine, on s'est immédiatement dit, il faut qu'on fasse quelque chose, et donc il faut venir en soutien aux déserteurs. On avait des copains à Moscou, on les a toujours, qui participaient aux manifestations contre la guerre. Donc notre première activité, ça a été de traduire et de publier et de donner à voir toutes les manifestations, tout ce qui était organisé en Russie contre la guerre.
et notamment du point de vue des anarchistes, bien sûr, puisqu'on se considère plutôt anarchiste. Voilà. C'est pour ça que notre activité, on n'est pas qu'un bulletin. En fait, on essaye d'être une initiative de solidarité, de soutien. Donc notre première activité, c'était une activité d'information, parce qu'on se dit, on sait que pendant la guerre, la première victime, c'est la vérité, hein, comme je le disais. L'idée, c'était de donner à voir les informations que la propagande officielle ne veut pas qu'on voit. Donc en Russie, par exemple, c'était tous les gens qui manifestaient, qui étaient réprimés, c'était les attaques de centres de mobilisation, c'était des choses comme ça. En Biélorussie, c'était les cheminots qui ont fait dérailler les trains et qui ont empêché l'armée russe de pouvoir passer par le nord et d'envahir Kiev. Et donc ça nous semblait intéressant aussi de montrer que voilà, quand les travailleurs s'organisent, ils font dérailler les trains et ça fait dérailler la guerre, donc ça c'est plutôt pas mal. Et en Ukraine, très rapidement, on était en contact avec un groupe qui s'appelle Assembleia, qui est dans la ville de Kharkov. Assembleia, c'est un média, au départ c'était un média alternatif, un site internet, donc qui existait avant la guerre, et qui essayait de faire de l'agitation locale autour des thèmes qui intéressent les gens, c'est-à-dire les problèmes de droit du travail, les problèmes d'exploitation, mais aussi les problèmes environnementaux et les problèmes de corruption en général. Et donc Assembleia, dès le début de la guerre, a dit bien entendu qu'ils entraient en résistance contre les armées de la Fédération de Russie, parce qu'ils sont tout à fait clairs que si la Fédération de Russie, Poutine, si le régime de Poutine vient à occuper Kharkov, Assembleia, ils seront morts. Ils ne sont pas complètement naïfs. Mais en même temps, ils ne sont pas non plus naïfs du fait que l'État ukrainien est hyper corrompu et qu'on ne peut pas compter sur eux pour réellement organiser la défense et la résistance. Donc eux, leur idée, c'était de faire une résistance déjà avec et pour les civils, parce que ce qu'ils ont remarqué, comme dans tous les conflits, c'est que tous les moyens de l'État en cas de conflit sont consacrés à l'armée, et les civils, on les laisse crever. Voilà. Et donc Assembleia, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils aidaient les gens à fuir lorsqu'ils étaient sous les bombardements, ils apportaient du ravitaillement pour les gens qui étaient isolés, etc. etc. Ils ont aussi fait une campagne qui a eu un certain succès la première année de la guerre. Il y a beaucoup d'Ukrainiens qui ont émigré au Canada au début du XXe siècle, soit avant, soit pendant, soit après la Révolution russe. Donc il y a une très forte communauté ukrainienne au Canada. Et quand Kharkov a été détruite par les bombes russes, il y a beaucoup de descendants de ces Ukrainiens du Canada qui ont envoyé des millions de dollars à Kharkov pour la reconstruction de la ville. Donc le maire s'est retrouvé avec une montagne de pognon. Le maire a tout de suite décidé de donner l'argent à ses amis et d'attribuer les marchés de reconstruction de la ville, alors qu'elle était encore bombardée, à ses amis, qui n'avaient absolument aucune compétence, enfin le processus n'était pas transparent et tout. Et donc au tout début de la guerre, les compagnons de l'Assemblea ont organisé, ils ont fait des pétitions, etc. Parce que faire des manifs c'est un peu compliqué. Et puis ils ont fait savoir sur les réseaux sociaux. Et donc ils ont obligé le maire de Kharkov à reculer et à dire on va mettre en place un processus transparent pour l'attribution de l'argent de la solidarité pour la reconstruction. Après 3 ans de guerre, ce qui se passe en Ukraine, c'est qu'effectivement, il y a une grande lassitude de la population. Et il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus aller au front, qui ne veulent plus être sacrifiés, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le front, c'est 1917. C'est le chemin des dames. Donc de la même façon qu'en France, en 1917, les soldats français ont dit on ne monte plus à l'assaut, on ne veut plus y aller, et ben c'est ce qui se passe en Ukraine. Il y a un mouvement de masse où les gens ne veulent plus aller mourir. Et donc les gens d'Assembleia, leur position, et c'est aussi la nôtre, c'est de dire il faut ouvrir les frontières pour permettre aux gens qui ne veulent pas se sacrifier pour la patrie de pouvoir fuir le combat. Dans la première année, on a été amené à accueillir des esquiveurs, c'est plus des esquiveurs que des déserteurs au sens propre, des esquiveurs russes. Donc ce qu'on appelle esquiveurs, c'est des jeunes qui esquivent, qui refusent la mobilisation. C'est des jeunes qui ont reçu leur papier militaire pour aller faire leur service en Russie, qui se sont enfuis pour ne pas la faire. Notamment, il y a un copain, son père était ukrainien, sa mère russe, en plus il est homosexuel, et il a été emmerdé pour ça quand il était à la fac. Donc il sait très très bien que s'il fait son service, il va être envoyé au front, il va être tout de suite massacré. Il sait très bien à quoi s'attendre. Et un autre copain, lui, son frère est déjà sur le front, donc c'est un russe, hein. Son frère est déjà sur le front, et son frère lui a dit tu te débrouilles, tu fais comme tu peux, mais tu n'y vas pas, tu t'enfuis. C'est des esquiveurs, c'est pas des déserteurs, dans le sens où c'est pas des soldats qui ont abandonné le front. On a aidé des familles de réfugiés ukrainiennes,
Et ça, c'était notamment pendant la première semaine de la guerre, une famille qui venait de Kharkov, une famille d'Ukrainiens mais russophones. C'est des femmes qu'on a rencontrées en état de catalepsie dans le métro à Barbès. La grand-mère disait mais on s'est pris les bombes de la part de Poutine et de la Fédération de Russie qui soi-disant venaient libérer les russophones, mais ils nous ont bombardés, ils nous ont massacrés. Elles se sont enfuies à Kiev. Quand elles sont arrivées à Kiev, qu'elles ont été voir les services officiels d'aide aux réfugiés, on leur a dit vous reviendrez quand vous parlerez ukrainien. Finalement, elles se sont enfuies en Pologne et après de Pologne, elles ont pris un train qui les a amenées à Tarbes. Donc après, elles ont repris un bus qui les a amenées à Paris, et puis là, elles se sont effondrées. C'est là qu'on les a rencontrées. On les a aidées à se stabiliser, à se reconstruire, le logement, les papiers, tout ça. Et maintenant, elles sont à l'abri, elles sont retournées en Ukraine, et puis finalement, elles sont reparties parce que la situation était pas tenable. On a un petit réseau comme ça à Paris, et puis donc, dans des petites villes en province où on héberge des déserteurs russes pour leur permettre le temps d'avoir les papiers, d'avoir le statut. Et puis ensuite qu'ils aient leur autonomie. L'idée c'est pas non plus qu'ils restent avec nous tout le temps, l'idée aussi c'est qu'après ils volent de leurs propres ailes. Et depuis peu aussi on fait ce travail avec des déserteurs ukrainiens. Juste un truc que j'ai oublié de préciser. Alors nous on n'est pas d'extrême gauche, on est anarchiste. Et deuxièmement on n'est pas internationaliste, on est anationaliste. L'internationalisme c'est pour la coexistence pacifique entre les nations nationalistes. Nous on a la prétention de se dire anarchiste. C'est-à-dire qu'on veut la destruction des nations, donc on est anationaliste. Pourquoi le nom Olga Taratuta? Amis, dessous la cendre, le feu va tout brûler. Sur le nom du groupe, Olga Taratuta, c'est une militante historique anarchiste de cette région du monde. À l'époque tsariste, donc au début du XXe siècle, elle a connu les prisons, la déportation dans les geôles tsaristes, etc. Ensuite, elle a été en exil en Europe où elle a connu tous les révolutionnaires exilés, Lénine, compagnie, tout ça, mais elle n'était pas spécialement d'accord avec eux. C'était une juive de Kharkov. Voilà. Et donc lorsqu'il y a eu la révolution russe, elle est retournée là-bas pour participer à la révolution. Elle a été chargée par Makhno de créer la Croix-Noire anarchiste, c'est-à-dire un groupe de soutien aux prisonniers politiques qui étaient dans les geôles bolcheviques. Quand les bolcheviks et les makhnovistes étaient à peu près en bon terme, ça allait, mais après ça s'est un peu gâté. Donc elle a été arrêtée par les bolcheviks, relâchée, mais elle était tout le temps sur surveillance. Elle a fini par être emprisonnée à l'époque stalinienne et elle a été fusillée, je crois, à l'époque stalinienne. Voilà. Donc pour nous, c'était une figure tutélaire parce qu'elle représente ces révolutionnaires qui se battaient pour la liberté sans considération nationaliste aucune. Et puis aussi parce que c'est quelqu'un qui avait monté ce groupe de solidarité aux prisonniers politiques, quelle que soit la couleur politique. Alors, d'ailleurs, les déserteurs russes que l'on a aidés ou que l'on aide ne sont pas des anarchistes. On ne demande pas aux gens leur papier idéologique. Voilà. Déjà, le fait qu'ils refusent d'aller se battre, c'est un acte de rupture. Et nous, c'est ça qui nous intéresse, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est pas simplement de faire de l'humanitaire ou de faire de la solidarité pour les autres. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de réfléchir, nous, qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation? On ne peut pas le dire, personne ne peut dire ce qu'il ferait dans une telle situation, c'est tellement dramatique, on ne peut pas le dire. Mais néanmoins, on pense que c'est important de commencer à y réfléchir avant. C'est-à-dire tant qu'on est en situation de paix, de façon à se poser les questions. Comment ça se passe concrètement, la désertion en Ukraine et en Russie? Si on parle de la Russie, il y a eu plusieurs phases. Au tout début de la guerre, il y a beaucoup de gens qui ont fui par des moyens tout à fait légaux, parce que dans les premiers mois de la guerre, il y avait toujours des visas pour venir en Europe. Il y avait un semblant de normalité administrative, c'était assez délirant d'ailleurs. Tous les gens en gros qui avaient les moyens, les possibilités, ont fui. C'est pour ça que des fois les Russes eux-mêmes parlent d'exilés Monaco. Et ils ne sont pas forcément bien vus, quoi. Nous, il se trouve que les gens qu'on a accueillis, c'était des gens qui ne disposaient pas des réseaux. Il y en a un, s'il avait quand même un visa parce qu'il était étudiant, donc il avait encore un visa qui n'était pas expiré, donc il a pu venir comme ça, mais il connaissait personne. Donc il s'est retrouvé au CRA, au centre de rétention. Il a pu voir que dans les centres de rétention, il y avait un traitement différencié entre lui, qui était européen,
et les autres gens qui étaient dans le CRA, qui étaient extra-européens, enfin il a vu le racisme, quoi. Il a vu qu'on ne le traitait pas de la même façon, et ça l'a un peu scandalisé. On va dire que pendant un an, c'était à peu près possible, avec des subterfuges et tout, de trouver des moyens d'esquiver. Au mois d'août 2023, Poutine a fermé complètement les frontières, c'est-à-dire que tous ceux qui n'avaient pas fait leur service militaire ou qui n'avaient pas rejoint le service militaire ne pouvaient plus sortir. Et maintenant, il y a des réseaux clandestins de ce qu'ils appellent passer par les bois. Donc il y a des gens qui aident à traverser la frontière, soit avec l'Ukraine, soit avec la Biélorussie, puis après passer jusqu'en Pologne ou ailleurs. Alors en Ukraine, il y a eu, au début c'était de la débrouille, quoi. Il y a des gens qui ont essayé de passer par leurs propres moyens, des gens qui se déguisaient en femmes pour passer les checkpoints, il y en a d'autres qui nageaient, qui passaient par la rivière entre l'Ukraine et la Roumanie. C'est un peu sauf qui peut, quoi, voilà. Il y avait aussi bien sûr des passeurs, des mecs qui te mettaient dans le coffre de la voiture et que tu payais, et des fois ils te faisaient passer, des fois ils te donnaient aux flics. Par contre, ce qui est depuis peut-être un an maintenant, ça se structure un peu plus, il y a des chaînes Telegram, il y a des réseaux, si tu veux, de gens qui s'organisent pour aller à la cueillette aux champignons, quoi. Alors il y a bien sûr des réseaux qui sont payants, et Assembleia participe à des réseaux où a priori ils ne font pas payer, quoi. C'est gratuit. Alors en Russie, on parle de centaines de milliers de personnes qui ont fui. Alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que Poutine n'était pas mécontent au départ de voir ces gens partir. Parce que c'était les libéraux, c'était plutôt des opposants à Poutine. Donc lui, au début, il était très content. Bon débarras, barrez-vous, quoi. Après, en Ukraine aussi, on parle de centaines de milliers, voire peut-être de millions de personnes. Alors il y a eu des réfugiés, il n'y a pas que des déserteurs, il y a aussi des réfugiés. Après, les déserteurs, rien que les déserteurs, alors pour donner un exemple, en Russie, pour l'année 2024, des soldats qui ont été incriminés pour avoir quitté le service, il y en a 50 000. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont tous barrés de l'armée. Mais c'est des soldats qui, à un moment ou à un autre, sont partis. Peut-être que certains sont revenus. Mais en tout cas, des soldats qui, à un moment ou à un autre en Russie, ont décidé de quitter le régiment, de quitter le front, c'est 50 000. Et en Ukraine, on n'a pas de chiffre exact parce qu'ils ont arrêté de donner les chiffres. Parce qu'en fait, en Ukraine, ce qu'il faut voir, c'est que, mais ça c'est valable aussi pour la Russie, on est dans l'espace post-soviétique. Et quand même, les États, qu'ils soient russes ou ukrainiens, ils ont gardé des habitudes soviétiques. C'est-à-dire que c'est hyper légiféré, il y a beaucoup de lois, il y a beaucoup de règlements, et il faut respecter le règlement. Voilà, ça c'est sacré, il faut respecter le règlement. En Ukraine, par exemple, quand il y a une personne qui quitte le régiment, il faut qu'il y ait une enquête. Il faut que cette enquête soit menée par 3 officiers. Donc aujourd'hui, quand vous avez 10 ou 20 000 ou 30 000 soldats ukrainiens qui, pour une raison ou une autre, sont absents, l'armée ukrainienne peut passer, ils ont d'autres chats à fouetter que de... Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils arrêtent de donner les statistiques, parce qu'en fait, même eux, ils ne suivent plus, quoi. Alors les gens d'Assembleia, même s'ils sont à Kharkov, ils ont gardé des contacts avec des gens qui sont dans les républiques occupées de Donetsk et de Lugansk. Vous savez, c'est les républiques de l'Est de l'Ukraine, là, qui maintenant font partie de la Russie. Mais au début, ces républiques étaient soi-disant indépendantes. Et donc les copains d'Assembleia avaient fait part d'un témoignage d'un copain qui était là-bas. En fait, au début de la guerre, la Fédération de Russie a mobilisé beaucoup de soldats dans les républiques sibériennes, avec les minorités, les Yakoutes, etc. Mais ils ont aussi mobilisé beaucoup de soldats des républiques de Lugansk et de Donetsk. Comme ça permettait, si jamais ils meurent, ça permettait à l'époque de dire c'est pas des Russes qui meurent. Enfin, ils étaient retirés des statistiques des morts. Les gens qui étaient mobilisés, plus ou moins de force d'ailleurs, ils étaient raflés dans la rue à Lugansk et à Donetsk pour aller se battre en Ukraine. Au début, ils disaient nous on est citoyens de la République de Donetsk, citoyens de la République de Lugansk, on a signé un contrat avec l'armée de la République pour défendre le territoire de la République. Donc on refuse d'aller sur le territoire de l'Ukraine parce que c'est pas notre contrat. Et l'article 5, paragraphe 3, alinéa 2 du règlement militaire dit que nanana. Au départ, ils mettaient en défaut leur hiérarchie, et c'est peut-être aussi une des raisons qui fait que maintenant Poutine s'emmerde plus. Il a dit ces républiques sont dans la Fédération de Russie, et comme ça ils ne peuvent plus utiliser cet argument. Mais donc là il y a eu des mutineries au début en utilisant ce prétexte-là. Côté ukrainien, je pense que dans un premier temps, il y avait peut-être quelque chose qui s'apparentait à un élan national, patriotique, exalté notamment par des partis politiques de droite et d'extrême droite.
mais en tout cas quelque chose qui cherche à faire une construction nationale très récente et qui se cherche quoi, dans tous les sens. La notion de classe, elle est effectivement importante parce que ce que dit par exemple Stan, le copain ukrainien, là, en Ukraine, si tu as les moyens, tu te payes un certificat médical d'exemption et il n'y a pas de problème, quoi. Donc encore une fois, les gens qui vont au front, c'est soit effectivement les exaltés nationalistes, donc ça c'est les exaltés, et puis après c'est les pauvres couillons qui n'ont pas les moyens de se payer un certificat médical d'exemption. Et en Russie, il y a effectivement cette notion de classe, parce que effectivement, les gens qui partent, notamment dans les républiques sibériennes, en général, c'est les gens qui n'ont pas tellement d'autres possibilités économiques. Mais ce qui se passe aussi en Russie, par exemple, c'est qu'il y a une économie de guerre. Tout le monde est mobilisé sur le front de l'économie de guerre. Et donc, par exemple, ça c'est un travail qu'on fait avec les copains de la section de l'AIT en Russie, la CRAS. Eux, ils recensent toutes les grèves en Russie. Alors, ce n'est pas des grèves révolutionnaires, mais il y a des grèves en Russie. Et ça, il faut le dire, il faut le faire savoir. Parce que la rhétorique de Poutine, c'est de dire tout le monde est derrière Poutine, tout le monde est derrière le régime. Non, c'est pas vrai. Tout le monde n'est pas derrière. Et au début, les gens étaient dans la rue, manifestaient. Après, ils manifestaient avec des feuilles blanches. Donc même avec des feuilles blanches, ils se faisaient arrêter. Donc aujourd'hui, c'est difficile de faire des interventions dans l'espace public. Il y a quelques mois de ça, il y a quelqu'un qui a récité un poème devant la statue de Mayakovsky. Il s'est fait embarquer, il s'est fait foutre en tôle. Donc ça veut dire que c'est très difficile d'intervenir dans l'espace public. Mais on peut encore faire grève. Et il y a des gens qui font grève. Et ça, c'est important. Le fait de faire grève aujourd'hui en Russie, c'est un acte de résistance à la guerre, parce que c'est une façon de mettre un petit grain de sable dans l'économie de guerre. On essaye aussi de donner à voir ces trucs-là. Après, sur l'histoire de l'élan patriotique en Ukraine, il y a la construction d'une propagande. D'abord, ce qu'il faut voir, si l'armée russe, l'armée de la Fédération de Russie, a pu prendre, quasiment sans tirer un coup de feu, le sud de l'Ukraine, c'est parce qu'une partie des élites ukrainiennes les ont accueillis les bras ouverts. Il y a des villes qui sont tombées, Kherson, etc. parce que les élites, le maire, ça, leur ont filé les clés, quoi. Faut être clair. L'Ukraine, effectivement, tout le monde n'était pas pro-nationaliste. Au début, l'armée russe donc, progressait dans le sud parce qu'en gros, les autorités leur ont filé les clés. Dans le nord, ils avaient prévu d'attaquer Kiev avec les colonnes de chars qui devaient venir en train. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, effectivement, c'est que les cheminots bélarusses ont fait dérailler le train. Donc ce qui fait que les chars russes n'ont pas pu venir par le nord, ils ont été obligés de prendre une route de l'est, et donc ça faisait des cibles assez faciles à détruire. C'est vrai qu'au tout début de la guerre, il y a eu un flottement. L'État ukrainien a disparu pendant un jour ou deux. Soit parce qu'il s'était rendu aux Russes, soit parce que les oligarques s'étaient plus ou moins barrés à l'étranger. Et donc c'est pour ça que les Américains proposent à Zelensky, on vous met dans un avion, on vous met en exil. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début de la guerre, ils ont ouvert les arsenaux. Ils ont ouvert les armureries. Les Kalachnikov étaient en libre service. Et donc il y a eu effectivement un élan de la part de la population qui a été prendre les Kalachnikov pour commencer à faire quelque chose. Et les gens d'Assembléa le disent, ils ont donné un interview dans la toute première scène de la guerre, ils le disent, les Kalachnikov étaient en libre service, on aurait eu tort de ne pas se servir. Mais ce qu'ils disent aussi après, par contre, si on nous cherche pour aller au front, nous n'irons pas. Et c'est vrai que pendant 2-3 jours, il y a eu cet état de flottement. Zelensky, voyant ça, il ne part pas à l'étranger, il reste, puis avec l'aide aussi américaine, etc., il dit, on va contre-attaquer. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu cet élan patriotique pendant 2-3 jours. Il y aurait pu y avoir deux scénarios. Soit un scénario comme le 19 juillet 36, c'est-à-dire 18 juillet en Espagne, coup d'État fasciste, 19 juillet, réaction populaire, l'État s'écroule, et derrière, révolution sociale. Là, ce qui s'est passé, l'État s'écroule, les gens prennent les armes, et en fait, ils remettent l'État en scène. Et c'est normal. Parce que l'imaginaire politique dominant dans la population ukrainienne à ce moment-là, c'est pas la révolution, c'est pas Makhno, c'est le nationalisme. Y compris dans le milieu anard. Les gens étaient pourris de nationalisme dans leur tête. Un certain nombre, en tout cas. Oui, il y a eu un élan patriotique populaire. Oui, les gens ont pris les armes. Mais ils ont remis en scène l'État. Et Zelensky s'est appuyé sur cette légitimation populaire, entre guillemets, pour sa guerre. Seulement au bout de 3 ans de guerre, ce moteur s'est épuisé, parce que les gens sont épuisés de la guerre. En plus, depuis 3 ans, les oligarques ukrainiens ont continué leur magouille, ont continué leur corruption, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas comportés de manière vertueuse. Là, en ce moment, l'Union européenne a donné 50 milliards d'euros pour permettre à l'Ukraine de mettre à jour sa réglementation pour intégrer l'Union européenne.
Alors les 50 milliards d'euros, ils ne sont pas donnés d'un coup, ils les lâchent par bribes. L'Ukraine doit transposer dans sa réglementation la réglementation européenne, et quand elle peut démontrer qu'elle a transposé des pans de la réglementation européenne, alors l'Union européenne envoie des millions. Bon, là en ce moment, tout le monde le sait, ChatGPT fonctionne à fond à Kiev pour faire la transposition des normes européennes dans la réglementation ukrainienne, et donc ils envoient les trucs de ChatGPT, et l'Union européenne envoie les millions. De la même façon, au tout début de la guerre aussi, les soldats étaient obligés de fabriquer eux-mêmes leurs gilets pare-balles en Ukraine, parce que l'entreprise ukrainienne qui avait contracté le marché des gilets pare-balles, en fait, envoyait des trucs en carton, parce qu'il détournait le fric des gilets pare-balles. La confiance de la population dans son État, dans son gouvernement, c'est un peu érodé, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc c'est pour ça qu'effectivement, maintenant, il y a un phénomène de lassitude et d'envie d'en finir et de déserter en masse. Amis, dessous la cendre, le feu a tout brûlé. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. La nouvelle chasse est ouverte, cachons nos rires basanés, les mots s'effacent sous les poings et les chansons sous les discours. Si vos lèvres sont entr'ouvertes, un ordre viendra les souder. Des gamins lâcheront les chiens sur les aveugles et sur les sourds. Je crie pour me défendre. Et on continue avec cette discussion qui a eu lieu le 3 mai à la Maison Ouverte sur la désertion et le refus de la guerre en Ukraine et en Russie avec l'initiative Olga Taratuta. Oui, justement, du coup, sur le phénomène de masse maintenant, on voit à la fois que l'État ukrainien il est emmerdé entre un tout répressif. Enfin, il y avait cette politique, je ne sais pas si elle dure encore maintenant, mais où tu avais le droit de déserter une fois, et si tu revenais, tu étais pardonné, tellement ils étaient en galère de soldats. Mais par contre, pas d'eux non plus. Et on voit souvent les images de rafles dans la rue aussi. Il y a des images de désarrestations. Et de résistance aux arrestations. Ouais. Au départ, si tu veux, l'Ukraine mais la Russie c'est pareil, les pays ex-soviétiques en général, ils ont un problème démographique. C'est une des rares régions du monde où l'espérance de vie diminue, et donc ils ont un problème de renouvellement des générations. Au début, le choix qui avait été fait par le gouvernement ukrainien, c'était de ne pas sacrifier sa jeunesse qui a des capacités reproductives, et de ne mobiliser les gens que de 27 à 60 ans, en espérant que les jeunes soient un peu protégés, qu'ils fassent des familles, qu'ils fassent des enfants pour préparer l'avenir. Ça, c'était faisable, entre guillemets, tant qu'on était dans une guerre technologique où on se bat par drone et par missile ou par... Tu vois. Mais quand tu es dans une guerre de fantassins, où c'est le hachoir à viande et c'est à la baïonnette, là il faut envoyer des troupes fraîches. En plus les mecs, ça fait 3 ans, ils n'en peuvent plus, quoi. Aujourd'hui, tous les jeunes hommes sont capables d'être mobilisés. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces opérations de rafle, donc avec des soldats qui se mettent à la sortie des métros, sur les places publiques, etc., qui vont même parfois jusque dans les entreprises pour récupérer les gens. Là aussi, il y a des réseaux Telegram pour prévenir, attention, faites attention, là il y a des checkpoints, il y a des contrôles, etc., mais bon, des fois, les gens ne les voient pas. Ceux qui se font rafler essayent de résister, mais de plus en plus aussi, les passants interviennent, et notamment beaucoup de femmes interviennent pour faire libérer ceux qui se font rafler. Oui, parce qu'en plus, si tu te fais rafler, déjà tu peux te faire torturer, voire tuer par la police militaire ukrainienne. Enfin, moi, en Russie certainement aussi, même si c'est pas les mêmes rafles, dans les mêmes mécanismes en tout cas. Et souvent, si tu te fais rafler, tu es dans les premiers à être envoyé au front immédiatement. Et presque en 48 heures, tu peux y être. Oui, t'es bussifié, ce qu'ils appellent. C'est-à-dire qu'ils te mettent dans un bus et t'envoient au front. Mais en Russie, c'est pareil, faut pas rêver. Alors, en Russie, ils ont moins ce problème-là parce que le pays est plus grand.
Donc ils ont plus de population, ils ont encore un réservoir de population. Tout le monde le sait, quoi. Poutine, il a vidé les prisons et à la rigueur, il s'en fout, quoi. Si les prisonniers meurent, il s'en fout, Poutine. Ce qui n'empêche pas que les prisonniers se révoltent. Là, à Krasnodar, la semaine dernière, il y a une centaine de soldats, en fait, c'était des anciens prisonniers soldats, qui se sont révoltés et qui ont essayé de s'enfuir. La Russie a moins le besoin de faire cette mobilisation forcée. En fait, qu'est-ce que tu risques si tu te fais arrêter? Déjà, tu risques de te faire racketter. Les policiers sont tellement pourris et corrompus, déjà, ils te foutent dans une cave et après ils appellent ta famille en disant voilà, on vient de prendre votre fils ou votre mari ou ce que vous voulez, et si vous voulez le libérer, il faut envoyer la monnaie, quoi. Donc il y a une industrie du rapt officielle, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, Mais moi, je voulais revenir sur peut-être la question de l'auto-organisation un peu populaire du premier temps et comment elle a dévié dans un second temps. Parce qu'il y avait toute cette question d'énormément d'initiatives et encore une fois, dire il n'y a pas des choses tout de suite homogènes dans le phénomène de la guerre. Il y avait toutes ces questions de personnes qui ont très vite pris le relais sur la question de l'accès à l'alimentation, l'accès à des abris, à des soins. Des choses qui se rapprochent d'une forme de pratique sociale et qui nous semblent camarades. Enfin, on discutait récemment avec les gens de l'Union pacifiste, donc bon, pas immédiatement peut-être notre ligne, sur cette question de qu'est-ce que peut être un pacifisme, qui peut notamment être quelque chose qui ne refuse pas une violence transformatrice, qui ne se refuse pas à confronter la logique guerrière dans les lieux de production de ces armes, les lieux de logistique comme tu l'as dit, les centres de recrutement où du côté russe il y avait eu énormément d'attaques. Et de plus en plus avec le désespoir que tu décrivais au front de personnes qui sont depuis 3 ans côté ukrainien pas relayées. Il y a de plus en plus même d'attaques de leurs propres officiers parce qu'on les envoie clairement dans des missions suicides. Sur l'auto-organisation, est-ce qu'elle a été dévoyée? Je ne pense pas qu'elle ait été dévoyée, parce que pour être dévoyée, c'est-à-dire qu'il faut déjà être sur la bonne voie et après faire un écart. Je pense que dans les premiers jours, les gens se sont auto-organisés tout simplement parce que nécessité fait loi. Il n'y avait plus d'État, il n'y avait plus rien, il faut bien s'organiser. Lorsqu'il y a eu les événements en 2001 en Argentine, où l'État argentin et l'économie argentine s'est écroulée, les gens se sont auto-organisés pour refaire fonctionner les entreprises. Mais ça n'a pas été la révolution non plus. Il y avait un très bon texte à l'époque, mais qui s'appelait au début l'autogestion se fait pour la révolution, après se fait contre, enfin un truc comme ça. C'est-à-dire que l'autogestion en soi n'est pas forcément révolutionnaire. Si tu autogères la merde, ça reste de la merde, quoi. Voilà, c'est tout. C'est ça qui n'existait pas en Ukraine. C'est que les gens avaient des armes, il n'y avait plus d'État, mais il n'y avait pas de perspective révolutionnaire. La seule perspective qu'il y avait, c'était une perspective nationaliste, parce que depuis 1993 au moins, les nationalistes ukrainiens labourent le terrain idéologique et font en sorte qu'il n'y a que eux qui dominent le débat, quoi. C'est intéressant aussi, parce que c'est aussi un peu ce qui se passe ici. C'est qui produit le débat dominant idéologique ici. Dans quelle matrice idéologique on réfléchit. C'est pas que là-bas, c'est ici aussi. Dans le contexte actuel où, comme vous l'avez rappelé, c'est une attaque de la Fédération de Russie sur l'Ukraine, comment justement une autre matrice idéologique, par exemple, que le souvenir de Makhno soit bien plus présent que celui de Stepan Bandera, en quoi ça aurait empêché à l'Ukraine de se retrouver submergée par la Russie? Absolument rien. De la même façon que en quoi le fait que 20 anarchistes aient rejoint le million d'hommes dans l'armée ukrainienne ait fait avancer la cause. Ça ne va pas empêcher. On ne se leurre pas, on n'est pas des mythomanes. On n'est pas en train de dire qu'on va faire la révolution demain en Ukraine, ni ici d'ailleurs. Mais le fait qu'il y ait un germe, ne serait-ce qu'il y ait une personne qui dise non, c'est planter potentiellement la graine d'un refus plus global. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que pour moi, ce serait plus logique de le faire germer en Russie, cette perspective du refus de la guerre. Enfin, l'argument qui avait été avancé justement par les collectifs qui se disaient anarchistes, libertaires, antifascistes, qui prenaient les armes contre la Russie, c'est de se dire, et en rappelant certains textes, parce que c'est un débat qui a quand même un siècle, que sous une Ukraine où on aurait un pantin poutiniste, ou même Poutine, une annexion de l'Ukraine par la Russie, envisager les questions d'auto-organisation, de révolution, etc., ça serait encore plus difficile. C'est pour ça que si tu veux, dès le départ, nous, on a soutenu des déserteurs russes, on héberge des déserteurs russes. De la même façon qu'on publie des informations sur les actes de résistance en Russie. Et que lorsqu'il y a eu la grève des livreurs de courrier, en Russie, il y a eu la grève des livreurs de courrier, qui ont été au tribunal et tout,
on les a soutenus. Il y a eu la grève des livreurs en même temps en Ukraine de Bolt. Voilà, ils ont essayé de se mettre en contact, etc. L'idée, c'est pas de dire il y a une priorité ou quoi aux caisses. Nous, on soutient tous les gens qui s'opposent à leur État ou qui soient en Russie, qui soient en Ukraine. Et qui sont sur des bases anti-autoritaires, bien sûr. Nous, on est très peu nombreux, on n'est rien, on est insignifiant. C'est pareil pour les anarchistes en Ukraine, c'est pareil pour les anarchistes en Russie. Si tu te places dans une perspective post-guerre, je pense qu'en Ukraine, après la guerre, il y a des gens qui vont demander des comptes. Et si les anarchistes, ils ont été avec le gouvernement, avec l'État, avec l'armée, finalement, c'est la même merde que les autres. Donc en faisant ça, tu hypothèques la possibilité de la renaissance d'un mouvement anarchiste après-guerre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ceux qui prendront vraiment tarif, c'est les prisonniers de guerre et ceux qui seront recherchés ensuite. Oui, ça c'est vrai que sur la question des prisonniers, comme tu dis, ceux qui vont prendre le plus cher, on ne sait pas si la guerre va finir par s'arrêter prochainement ou pas. Effectivement, les prisonniers anti-guerre sont certainement qui vont subir les foudres encore plus que ce qu'ils peuvent subir à l'heure actuelle. Et donc ça, effectivement, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur. Officiellement, la France n'est pas en guerre, ni avec la Russie, ni avec l'Ukraine. Donc on peut toujours envoyer du courrier en Russie et en Ukraine, et on peut toujours écrire aux prisonniers. Recevoir du courrier, même de l'étranger, c'est quand même un soutien moral important. On lance une campagne pour écrire des lettres aux prisonniers anti-guerre en Russie et en Ukraine, voilà, pour qu'ils ne se sentent pas trop isolés, et puis aussi pour que l'administration pénitentiaire voit quand même qu'ils ne sont pas complètement seuls. Le seul truc qu'il y a, c'est que pour écrire aux prisonniers en Russie, il faut que les lettres soient traduites en russe. Donc éventuellement, nous ce qu'on propose, mais il y en a d'autres qui le font, il y a la bibliothèque Tourgueniev aussi qui le fait. Voilà, on peut traduire les courriers et fournir des listes de prisonniers. Donc quand il y a eu le début de la guerre, quand la Russie a attaqué, les nationalistes anarchistes, bien sûr, il n'y a pas de problème. Après, les supporters de foot, tous ces trucs-là, pareil, ils sont partis, le drapeau au vent, allons-y petit, mais bon, pas tellement surprenant non plus. Alors le groupe Drapeau Noir, Tchornistiag, eux, ils sont... Alors qu'avant la guerre, ils avaient publié des trucs très clairs en disant c'est toujours les pauvres qu'on envoie se faire battre et tout. Bon, quand il y a eu la guerre, ils ont dit nous, notre rôle, c'est d'être avec la classe est dans l'armée, donc on va rejoindre l'armée pour faire du travail au sein de l'armée. Bon, ça a duré 2 semaines. Ils se sont rendus compte, malheureusement, ils ne pouvaient pas faire du travail au sein de l'armée. Leur idée au départ de créer un bataillon anti-autoritaire, en fait, les tout premiers jours, comme j'ai dit, c'était tellement désorganisé que c'était possible d'imaginer ça. Mais dès que l'armée a repris la main sur le système, en fait, ils ont été éclatés, ils ont été mis dans différentes unités, il y en a même qui ont été foutus dans les bataillons d'extrême droite. Voilà, donc le travail au sein de l'armée ukrainienne, même si certains y ont pensé, très rapidement, ça s'est avéré impossible. Et donc, ne reste... sur des positions de dire résistance, mais résistance à la fois à l'armée russe et au gouvernement que le groupe Assembléa. Mais on parle de quelques dizaines de personnes, enfin, c'est tout confondu. C'est pour ça que il y a un peu de mythomanie quand même sur le fait de dire les anarchistes russes rejoignent l'armée ukrainienne. Enfin, par contre, c'est important pour le gouvernement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement ukrainien a besoin d'unité nationale. Et même avant la guerre. Le gouvernement ukrainien est très emmerdé parce que la référence idéologique qu'ils ont, c'est des gens comme Petliura, c'est des gens comme Bandera, qui n'étaient pas forcément des gens sympathiques. Donc Petliura, c'était le chef des nationalistes ukrainiens pendant la guerre civile, un des chefs, qui a été assassiné en 1927 à Paris par Samuel Schwarzblad, qui était un anarchiste russe, parce qu'en fait, il reprochait à Petliura d'avoir été un pogromiste, ce qui est vrai. Bandera, c'était clairement un nazi. Voilà, il faut être clair, il a fait des massacres de Polonais, il a fait des massacres de Juifs, c'était un nazi, il a même pactisé avec les nazis. Bon, après, il se trouve que les nazis ont trouvé que son nationalisme était gênant parce qu'il empêchait les colons allemands de s'installer dans les terres d'Ukraine. Pour le gouvernement ukrainien, pour les nationalistes ukrainiens, avoir que ça comme référence, c'est chiant, quoi. Et donc, il y a une OPA qui est tentée depuis au moins 2019 par le gouvernement ukrainien sur Makhno, pour essayer d'englober l'anarchisme dans le panthéon national. Donc de la même façon que, faut pas se leurrer, pourquoi est-ce que Macron fait rentrer les Manoukians au Panthéon? Les Manoukians à qui on a refusé la nationalité française. Il les fait rentrer parce qu'aujourd'hui, dans l'histoire de l'État français, il faut dire, mais la France, c'est la France de tous ceux qui l'habitent. Y compris les Manoukians à qui on a refusé 2 fois la nationalité et qu'on a superbement ignoré pendant 80 ans.
Donc le fait que les Manouchians rentrent au Panthéon, c'est une manipulation de l'État pour s'accaparer l'image des Manouchians. Et bien, l'État ukrainien fait pareil avec Makhno. Il se trouve que Makhno est enterré à Paris, au Père-Lachaise. En 2019, il y a eu une tentative de faire revenir les cendres de Makhno en Ukraine pour lui faire un mausolée et une espèce de parc d'attractions avec des... Mais sans rien, ils voulaient faire un Makhnoland. Ils se disaient qu'à la fois ça allait faire venir des touristes et en même temps c'était une façon de dire finalement l'Ukraine c'est toute l'Ukraine de Makhno jusqu'à Bandera. Ça c'était en 2019. Il y a un historien qui a fait l'analyse des dossiers du GPU sur la surveillance de Makhno quand il était en exil en France. Il montre comment Makhno était suivi par le GPU, etc. En fait, c'est un historien du service historique de l'armée ukrainienne et c'est publié sur le site de l'armée ukrainienne. Et donc le fait que même s'il n'y a que 10 anarchistes, ou qui se prétendent anarchistes, qui rejoignent l'armée ukrainienne, pour le gouvernement c'est important. Parce que ça veut dire, vous voyez, il y a toute l'Ukraine de Makhno jusqu'à Bandera. Sous le drapeau de Makhno était noir, il n'était pas ukrainien. Volin le dit, jamais Makhno s'est revendiqué d'aucune nationalité. Les gens qui étaient là, on s'en foutait de leur nationalité. Il y avait des Grecs, des Arméniens, des Juifs, des Allemands, ce que tu veux. Ils s'en foutaient, quoi. Ils parlaient russe en plus. C'est aussi, comme je disais, une guerre qui choque parce que ça montre aussi, on commence à voir la guerre entre guillemets près de chez nous, ça nous touche et c'est lié aussi à une espèce de réarmement européen. Par exemple, on voit qu'on a eu d'augmentation significative du budget de l'armement, on a des endroits comme par exemple dans des villes comme par exemple la Bourges en France, un habitant sur 6 qui travaille pour l'industrie de l'armement maintenant. L'industrie technologique se tourne beaucoup plus vers ça qu'il y a quelques années, on a aussi ça au niveau idéologique. Alors on a eu le SNU, là maintenant ils pensent à le remplacer, mais c'est pas le remplacer pour l'arrêter, c'est le remplacer par un service militaire volontaire. C'est-à-dire que tout le côté éducation civique et tout existe, et ils sont en train de voir pareil pour les cours collège-lycée d'éducation civique. Alors, je crois qu'ils disent dans le rapport qui va être soumis à l'Assemblée, mais ils veulent favoriser la militarité, je cite, de la jeunesse, parler plus de l'histoire militaire, beaucoup moins dans l'idée d'éducation civique qui se faisait avant. Qu'est-ce que, toute proportion gardée bien sûr, vu que c'est pas les mêmes pays, c'est pas forcément les mêmes contextes, mais qu'est-ce que ça nous dit, cette guerre en Ukraine, de comment ça pourrait se passer chez nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pendant le mouvement contre les retraites, vous tractiez par rapport au budget que ça représente, le trou dans la sécu, alors qu'au même moment, ils venaient de voter 413 milliards de nouveaux budgets militaires, et qu'il me semble que c'était 13 milliards qui manquaient dans les caisses. Non, en fait, oui, ce qui s'est passé pendant les réformes des retraites, c'est qu'effectivement, on faisait des textes en disant il manque 13 milliards pour les retraites. Macron a fait voter le budget de l'armée de 413 milliards. Bon, on disait prenons 13 milliards de l'armée, il en restera 400. C'était même pas révolutionnaire. Et effectivement, tu as des gens de gauche qui nous disaient dans la manif ah ouais, mais quand même, il faut qu'on se réarme parce que quand même... Alors ils ne nous disaient pas il faut qu'on se réarme pour l'Ukraine, ils disaient il faut qu'on se réarme contre la Russie. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Voilà, la Russie va nous envahir, il faut qu'on se réarme. Ce qui nous semble important, c'est de toujours essayer de maintenir l'idée qu'entre deux choix, il y en a toujours un troisième. On peut faire un parallèle avec une situation qui va nous tomber dessus très très vite, en 2027. Il va y avoir les élections présidentielles. Le Pen va être au deuxième tour. Et vous allez voir, ça va être la déferlante. Il faut voter contre Le Pen. Donc la désertion, ça commence où, ça s'arrête où. Et pour nous, la désertion, c'est ça aussi, c'est de dire, entre deux faux choix, on privilégie un troisième, qui est le nôtre, celui qu'on a décidé nous, et sur lequel, pour le faire, on peut compter que sur nos amis, nos complices, je dirais certains. Mais par contre, pour être en mesure de faire ce choix, c'est pas un truc que tu découvres spontanément quand tu es dedans. Il faut que ça se prépare avant. Et c'est pour ça que nous, l'initiative Olga Taratuta, ce qui nous intéresse très très personnellement aussi, c'est d'éprouver notre capacité à mettre en place des réseaux pour héberger des gens. Parce que quand tu accueilles un déserteur, tu l'accueilles pour 2-3 ans, et c'est des gens qui s'engagent sur du long terme. C'est pas forcément visible, c'est pas forcément spectaculaire. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils font des trucs sur internet qui disent ah d'accord, l'initiative, on ne voit pas ce que vous faites, on ne comprend pas ce que vous faites, et ça. Ah oui, parce qu'héberger quelqu'un, c'est pas visible et c'est pas spectaculaire. Et c'est pas des gens qui font des trucs révolutionnaires, mais qui savent que pendant 3 ans, il y aura quelqu'un chez eux. Et ça, c'est un truc, ça se prépare avant. Je pense qu'il y a un truc qui est notable en général dans le spectre politique, en vrai mondial, mais européen et aussi
très français, c'est la question du nationalisme qui prend une part de plus en plus importante dans les discours. Bien sûr, les conservateurs de droite, d'extrême droite, etc. ont toujours été là-dedans. Ce que je trouve beaucoup plus inquiétant, c'est le fait que, moi je veux dire la gauche, on pense tous plein de trucs ici, pas du tout positifs, mais il y avait une époque où j'ai l'impression que post-68, quand même, la référence à la nation française, à la fierté française et tout ça, c'était à bas ça, et c'était très bien, ce qui permettait aussi d'avoir beaucoup plus de place pour des discours antinationalistes globalement, et qu'aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est que cette gauche-là, elle mobilise à fond l'idéologie nationaliste, je veux dire le PS, etc., mais en vrai aussi de fou Mélenchon, quoi. LFI à mort, la Nouvelle-France et tout ça, et que je trouve qu'il y a une perméabilité qui est de plus en plus inquiétante avec les milieux qui sont censés être les plus imperméables à tout ça, c'est-à-dire les milieux libertaires. En 2027 ce sera ça, mais ça a déjà été ça il y a 2 ans, la Nouvelle-France. Parce que la guerre, moi je sais pas si elle arrivera en France ou pas, il n'y a personne qui peut savoir ça. Ce qui est sûr, c'est que cette question-là, si on ne la prend pas maintenant à bras-le-corps, c'est-à-dire être contre le nationalisme dès le début, ce sera peut-être trop tard, le moment où, comme le camarade l'a dit, tout le monde sera en mode « Ah, il faut aller défendre la France ». Parce qu'en fait, quand on regarde quand même les trucs sur les services militaires, donc vous avez rappelé les nouvelles modalités, ce qui est sûr, c'est qu'en vrai, quand tu demandes à des jeunes aujourd'hui, c'est pas un nationalisme fanatique, c'est un peu un nationalisme mou, quoi. Oui, je vais aller défendre la France, mais bon, moi, j'aimerais pas trop être sur le front, etc. Bon, tu vas pas choisir si tu vas être devant l'ordinateur ou sur le front. Et je pense que c'est une question qui est hyper importante, et notamment qui est liée, en fait, c'est un peu l'appareil idéologique qui va avec le côté économique. La réindustrialisation, le réarmement qui se fait d'ailleurs partout, hein. C'est pas que l'armement, c'est aussi démographique, c'est aussi économique en général, la concurrence, le travail par rapport aux autres nations européennes, et c'est vrai que la Russie, ou même la Chine, maintenant, parce que ça va être Trump et Poutine contre la Chine et tout ça, il y a des épouvantails, et la France essaye, avec le corollaire que c'est l'Europe, de reconstituer un genre de pôle voilà, moi je pense que c'est hyper important de lutter maintenant contre le nationalisme, avant que peut-être ce soit trop tard. Ça permettrait justement de tuer dans l'œuf dès maintenant les éventuels préparatifs de guerre. Si on se met dès maintenant à tuer les germes du nationalisme aussi. Que ce soit, comme tu dis, ou en refusant les perspectives de mise au pas de la population comme le SNU ou d'autres. Oui, et comme on l'a rappelé, ça se fait aussi très tôt, c'est-à-dire dans les écoles directement. L'éducation morale et civique, c'est vraiment que ça, et si c'est accéléré. Les jeunes, ils sont de plus en plus envoyés dans les lycées pro à faire des stages. Pourquoi ce ne serait pas à Thalès, etc. Des alternances dans l'industrie de l'armement, il y en a plein. La guerre de 14, ça a commencé en 1880 avec l'école laïque gratuite obligatoire et la ligne bleue des Vosges. C'est-à-dire que l'école, c'était certes pour permettre aux fils de paysans et d'ouvriers d'avoir un peu de bagage scolaire, mais c'était aussi pour leur foutre la nation dans la tête, quoi. Et le 1er août 14, quand il y a eu la mobilisation, malgré toutes les propagandes anti-guerre des anarchistes, des syndicalistes révolutionnaires et tout, tout le monde est parti la fleur au fusil. Mais en plus de la bataille contre le nationalisme, moi je pense que c'est aussi la bataille contre l'identité. C'est-à-dire contre le fait de dire que l'identité doit être le sujet central politique. Parce qu'on le voit en Ukraine, si tu veux, le nationalisme ukrainien, il est très lié à une identité culturelle. C'est-à-dire, il fout la chemise du paysan ukrainien à Makhno. Et donc, il gomme complètement la richesse de diversité culturelle qu'il y a en Ukraine. Parce qu'en Ukraine, par exemple, dans les gens qui refusent d'aller se battre en Ukraine, tu as tout ce qu'on appelle les rutènes. Les rutènes, c'est des gens qui sont à la frontière avec la Slovaquie, avec la Roumanie, etc. Et c'est des gens qui parlent hongrois. Et eux, ces gens-là, ils sont modérément ukrainiens, quoi, tu vois. Les russophones qui sont ukrainiens, qui ne sont pas russes, ils sont marginalisés quelque part. Et donc, il faut créer une identité nationale homogène. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est important, à mon avis, de dire non, il n'y a pas de national. Tu ne tiens pas compte de la pluralité pluriethnique aussi. C'est ça. Et mettre en pièce ces arguments du social chauvinisme quand ça se présente aussi. C'est un poison même dans le mouvement ouvrier. Simplement pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentrés en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher.
On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?